Salut tout le monde, bienvenue à un autre podcast. Normalement, c'est entre deux bières, mais aujourd'hui, on a décidé de faire entre deux Mana. Mana, qui est notre nouveau commanditaire, qui fait des drinks au yerba maté qui sont assez incroyables. Ici, on a Marcel Robillard. Marcel, il en prenait tantôt. Oui, je vais en prendre un autre. Bon, ben, Si je suis pas trop excité déjà. Là. Ben non, c'est correct, c'est Ouais. correct. Fait que, écoute, celui-là, on a ici pamplemousse et on a mûr hibiscus. Lequel ça tombe? Mûr va aller mieux avec mes yeux. Merci. Parfait. Ma chemise. On va essayer Oui, ça. Merci. Ouais. On a les gars de Mana qui font des drinks assez uniques, un marché qui est assez niche. Essayons ça. Cheers. Santé. Content Santé. de Ben te ouais. rencontrer. Ben oui, pareillement. C'est quoi l'ingrédient principal? C'est marqué une infusion? C'est comme un thé? C'est de quoi de même? exactement, c'est Ah un oui? thé infusé avec du yerba maté. Les gars, ils le font venir où est-ce qu'ils font venir. Là. Ah oui. Puis évidemment, c'est infusé naturellement. C'est supposé être une énergie qui est stable. C'est pas comme la caféine, mais ça donne quand même un bon petit boost d'énergie. Fait que- Oui. Santé. Ben ouais. On a fait, mais j'ai pas bu. Ben, Santé. on va essayer ça. Ouais. Non, C'est sérieux, bon. c'est vraiment bon. Ben, crime, merci Mana. Et sur ça, on va commencer le podcast. Marcel, présente-toi, puis parle-nous un peu de ta compagnie qui est... Puma Exploration. En fait, moi, je suis géologue de formation. Je suis président puis CEO de la compagnie depuis 2009. Donc, je suis géologue, un gars de terrain. Nos bureaux sont à Rimouski. OK. Moi, j'ai étudié ici à Montréal, à l'UQAM, entre 90 et 95. Depuis 1995, j'ai déménagé dans le Bas-Saint-Laurent, donc dans la région de l'Atlantique, principalement basé à Rimouski, mais je faisais des travaux dans le Caminier de Bathurst, donc au Nouveau-Brunswick, qui était OK, la meilleure carrément. place pour nous de faire nos travaux. Fait que ça fait longtemps que tu fais ça, hein? Ben, en fait, ça vient de dire un peu mon âge, là, mais Un petit oui, peu, petite affaire. cette affaire, mais oui, ça fait pas loin d'une vingtaine d'années, effectivement. Tu sais, en 96, j'ai terminé, j'ai commencé comme géologue junior. Après ça, j'aimais vraiment beaucoup le terrain. Mais à un moment donné, ce qui est trippant dans cette mettons, industrie-là, c'est que tu commences, tu fais du terrain, tu aimes ça, c'est un peu de tripeux de plein air, le camping, un paquet d'affaires de même. Puis après ça, mais plus que tu montes les échelons, mais plus que tu as des responsabilités de dirigeant. Fait qu'après 10-15 ans que tu fais du terrain, puis tu es tout le temps parti de la maison, mais ça devient intéressant de fonder une famille, puis de faire un peu plus de bureau. Donc, j'en suis là depuis 2009, là, mais j'aime quand même très bien Ben, ça cette fait- industrie-là. Ça fait différent parce que beaucoup des compagnies qu'on a eues jusqu'à date, le background des CEO, c'était des brokers. Puis là, à la fin, on a un géologue ici, quelqu'un qui connaît sa matière. Oui. Et évidemment, qui a l'expérience de son expérience. Fait que là, vous êtes installé au Nouveau-Brunswick. Oui. Parle-nous un peu du Nouveau-Brunswick et pourquoi Nouveau-Brunswick? Tu sais, on a le Québec, tout le monde pense minier, Québec, mais Nouveau-Brunswick, c'est vous. Ben, c'est un peu, oui, effectivement. Nouveau-Brunswick, principalement, en fait, on ne choisit pas la province pour la province. Là. Il y a des places, c'est mieux que d'autres. Là. C'est certain qu'il y a des secteurs dans le nord de l'Ontario, c'est pas une place que nous, nous irons. On connaît très bien le Nouveau-Brunswick. Principalement, c'est une petite province. Hein. C'est facile d'avoir accès au gouvernement. On parle aux gens du ministère. C'est très simple pour avoir des permis. Tu sais, une petite province avec pas beaucoup de personnes. Donc, tu sais, les gens du ministère, mais en fait, ils n'ont pas des grosses têtes comme certaines autres places qu'on nommera pas, mais c'est un peu la réalité. Nouveau-Brunswick, principalement aussi pour le potentiel. Parce que quand on a commencé à travailler au Nouveau-Brunswick, on cherchait des mines de cuivre puis de plomb-zinc. Parce que Bathurst, en fait, était un des camps miniers pour les VMS. Hein, ça s'appelle des Volcanic Massive Sulfide. C'est des sulfures massifs volcanogènes de métaux de base. Et c'était la place où il y avait la plus grosse mine de zinc souterraine au monde. Là. Elle a été découverte en 56, ça a commencé en production en 64, puis elle a fermé en 2013. Donc, c'était vraiment un camp minier réputé. C'est pour ça qu'on était dans ce coin-là. On a fait des travaux, on a fait des belles découvertes, mais en 2019, suite aux découvertes faites principalement à Terre-Neuve, où il y a beaucoup plus d'exploration, c'est plus connu Terre-Neuve, ça fait depuis 1900 qu'il y a beaucoup de projets aurifères, de l'exploration aurifère qui se fait là, beaucoup moins au Nouveau-Brunswick. Donc, on trouvait que en plus d'avoir le potentiel, ça n'avait pas été beaucoup exploré. Imagine-toi, un camp minier qui a roulé pendant 50 ans, nous, on est juste à la frontière, puis les seuls travaux qui ont été faits, c'est en 2008. Rien d'autre avant. Donc, on est dans un terrain totalement vierge. Oui, tu sais pas réellement le potentiel avant de travailler, mais l'avantage, tu n'es pas rendu à forer à 700-800 mètres, puis d'être souvent, la mode, c'est de prendre un vieux dépôt, tu le changes de nom, tu le rebrandes, puis tu dis que c'est nouveau. Là. Mais là, tout est nouveau. Fait que pour un géologue de formation, c'est vraiment excitant d'être là. Donc, c'est le travail qui m'a amené dans le secteur. J'ai travaillé pour Noranda à l'époque.
à la mine Brunswick. Après ça, j'étais à la Murdochville, qui est les mêmes types de roches, pour essayer de trouver des extensions à la mine Gaspé avant qu'elle ferme. Hey, c'est drôle. Je suis allé à Bathurst, ils ont fermé la mine. Je vais à Murdoch, ferme la mine. Faudrait que j'en trouve une au moins pour être capable de la fermer dans 15 ans. Là. C'est ça l'idée. Ça serait pas pire. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'il m'a amené là-bas à Rimouski. C'est une belle petite place. Puis en plus, c'est une ville de hockey. Sidney Crosby, Vincent Lecavalier, Brad Richard. J'ai tout vu ces jeunes-là jouer. Là, tous des gars qu'on va essayer de rentrer dans ton stock. Hein? Ça serait pas pire, effectivement. Ouais. Effectivement. Donc, oui, Rimouski. Puis, moi, j'ai étudié ici à Montréal. Donc, c'est un peu mon histoire. Crime, Colin, fait que... Mais tu sais, quand tu parlais de géologue, c'est rare comparé à des courtiers. Il y a des avantages, parce que oui, on connaît la roche, mais il y a souvent aussi, tu peux parler un peu d'inconvénients. Parce que, tu sais, c'est pas pire parce que j'ai eu un bon mentor, j'ai quand même eu de l'expérience dans le domaine financier, mais souvent, si c'est un géologue qui est trop peu dur géologue comme président de compagnie, souvent on tombe en amour avec le projet. Fait que, est-ce que tu as réellement un potentiel ou, parce que tu sais, tu veux trouver, tu veux définir ton idée, fait que des fois, les géologues sont tendance à être pas tant que ça bons promoteurs. Là. Fait que c'est ça que l'avantage, mais aussi un peu l'inconvénient Mais dans ton cas, je pense que tu as une raison d'aimer ton projet. En 2021, vous avez fait une découverte majeure, ça se peut-tu? Ben non, ça se peut certain. En fait, tu sais, nous, là, je vais te conter un peu l'histoire de William Brook, comment ça a commencé. En 2019, on a un appel, un prospecteur du coin, ça fait 15 ans qu'on connaît les gens. Il dit, hey, tu sais ce qui passe à Terre-Neuve, Marcel, j'ai une belle roche, là, juste une roche grosse comme la canette ici. Il y a 50 grammes par tonne d'or là. Mais si tu regardes où qu'elle est, c'est dans une falaise, à côté d'un ruisseau. Mais ça commence de là, puis on sait, tout le monde dit ça, l'expression en anglais, grade is king pour l'or, donc la teneur. Fait que, tu sais, en tant que géologue, 50 grammes par tonne, ça comparait bien aux teneurs qui se trouvaient à Terre-Neuve, donc on disait, hey, ben, il y a un beau potentiel. Fait qu'on a commencé comme ça, mais il n'y avait aucun travaux. Comme je te dis, il n'y avait rien de fait avant 2008. Pas de tranchée, pas rien. Fait qu'à partir de ce moment-là, mais là, on a commencé à faire les vraies données techniques. On a fait des levées aériens, on a fait de la géochimie, on a vraiment fait tout ce qu'on doit faire pour commencer à faire des travaux de pellets mécanique. Puis le Nouveau-Brunswick, l'avantage, c'est qu'il y a très, très peu ce qu'on appelle de morts-terrain. Il y a 2-3 mètres, c'est-à-dire que tu peux enlever le mort-terrain puis avoir accès directement aux roches. Fait que la technique, c'est simple. On fait de la prospection dans le bois, comme la vieille bonne méthode, le boots on ground. Tu s'en vas dans le bois, marteau, tu cognes la roche. À partir du moment que tu as 3-4 échantillons qui sont orifères, à partir de là, on amène la pelle mécanique puis on fait des tranchées. C'est-à-dire une tranchée, c'est large à peu près comme la table. Là. C'est les mêmes types de pépines ou de bacos que tu utilises chez vous pour faire, mettons, un drain ou peu importe. Ouais, tu creuses, tu enlèves la terre, tu arrives la roche, puis là, sur la roche, tu prends des échantillons. Tu prends des échantillons, le maximum que tu peux, puis après ça, tu envoies ça au labo. Quand le labo revient, là, tu vas avoir 3, 4, 5, 6 belles échantillons orifères dans un coin. Là, ce qu'on appelle, c'est stripping, donc décapage. Tu pars de, mettons, la largeur de la table, puis là, tu agrandis le trou, grosseur comme la pièce ici. T'enlèves tout. T'enlèves tout. C'est comme, t'enlèves tout. C'est comme si le plancher ici, ça serait tout de la roche. Puis là, tu prends d'autres échantillons. Puis après ça, tu confirmes là, qu'il y a ce qu'on appelle des trends ou des horizons orifères. Fait que quand tu les as, la découverte, ce qu'on a fait, c'est qu'on a reculé 25 mètres en arrière, puis on l'a foré. Puis c'est là qu'on a eu 5 grammes par tonne sur 50 mètres. Donc, c'était le meilleur trou de forage au Canada cette semaine-là. C'était vraiment, là, tu sais, mon géologue, mon VP, il mesure 6 pieds 4, il est bâti de même, il s'entraîne. Puis il broyait au téléphone. « Hey Marcel, on a reçu des résultats, je capote, 200 grammes, 100 grammes, c'est partout. On a 5 grammes sur 50 mètres. » C'est vraiment de quoi qui t'arrive 1 ou 2 fois dans ta vie, là. Et c'est vraiment de quoi d'exceptionnel. Cette découverte-là, mais c'est sûr qu'on a eu l'attention du monde. Sauf que c'était juste le 2e trou de forage qu'on a fait. Parce qu'en 2021, on a juste fait une dizaine de trous pour tester cette zone-là. Mais c'est certain que ça allait attirer l'œil des investisseurs, des gens qui voulaient mettre, des courtiers, des investisseurs un peu plus institutionnels, la mettre de l'argent dans Puma pour qu'on grossisse cette découverte-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'à place de prendre juste notre zone de 25 mètres par 25 mètres qu'on avait foré puis qu'on avait eu des très bons résultats, on a décapé ça 700 mètres de long. 700 mètres de long par à peu près 50 à 75 mètres de large. Imagine, là, 75 mètres de large par 700. Puis là, on a commencé à en trouver partout. Là. On en a 13 veines comme ça partout sur le site qu'on appelle William Brook. L'année passée, on a fait 10 000 mètres de forage qui a confirmé ces zones orifères-là. Parce que souvent, en exploration, tu vas trouver une veine, tu n'as pas d'extension en profondeur, tu n'as pas d'extension latérale, tu as bien beau d'avoir une veine, mais tu n'as pas de ressources assez, excuse-moi, pas assez d'or pour vraiment faire une mine. Fait que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé 13, on a fait 10 000 mètres, 10 000 mètres sans trou.
Parce qu'on est juste la surface, là. Tu sais, le monde dit, pourquoi tu vas pas forer à 500 mètres? Pourquoi? Tu sais, tu payes, ça donne rien d'aller définir de quoi à 500 mètres. C'est certain qu'il y a des investisseurs, des actionnaires qui sont là pour le court terme, aiment ça parce qu'ils disent, ça va faire spiker ton prix. Ils veulent des résultats. Oui, puis souvent, tu vas voir, tu sais, c'est pas vrai que c'est plus riche en profondeur. Ça peut être vrai, mais c'est pas comme ça que ça marche. Fait que le fait de faire des travaux en surface, ça donne une option d'avoir une mine à ciel ouvert, donc un open pit, ce qui est beaucoup moins cher. Donc, tu as moins besoin de tonneur. Puis d'avoir cette minéralisation, les coûts d'exploration sont moins chers. Parce que si tu veux forer 500 mètres, tu vas avoir ton 15-20 mètres d'épais de bonne minéralisation. Mais si tu fores à 500 mètres, tu as 480 mètres, tu payes pour te rendre à ta zone. À un moment donné, c'est sûr que c'est de l'information géologique, mais pour ton retour sur l'investissement, tu veux trouver de l'or, tu veux pas trouver de la roche, là, tu veux trouver de l'or. Tandis que là, on forge 0-100 mètres, on a bien défini notre zone, c'est ça qu'on a fait l'année passée. Là, cette année, c'est que ce qu'on veut faire, c'est que ces zones-là ont identifié des zones très riches. Ce qu'on appelle on appelle ça des shoots, des hors shoots. On ne peut pas dire or parce que or, techniquement, le 4301, ça prend une mine. Là. Tu ne peux pas appeler ça, mais mettons une zone enrichie, très riche en or. Puis ça, on le voit, on a foré, puis là, on est rendu là, mais tout est ouvert. Fait que ce qu'on va aller faire, on va aller faire un premier 3000 mètres pour confirmer notre modèle. Puis à partir de ce moment-là, si on confirme, on va être un peu plus baveux, excuse-moi l'expression, puis aller voir en profondeur, tu comprends? Ben ouais, parce que souvent, si tu as 2 points, tu veux faire une ligne, mais si tu as 4 points, ta ligne est mieux définie. Là, tu sais plus où aller la chercher en profondeur, puis les coûts sont moins. Fait que ça, c'est ce qu'on a fait depuis la découverte. On a foré 10 000 mètres, on a bien confirmé notre zone en surface, tout est décapé. En plus de ça, on a envoyé des échantillons, 3000 kilos. Ça commence à être de la roche, là. 3000 kilos au labo. Puis là, ils vont nous dire comment que tu récupères ton or là-dedans. C'est quoi le meilleur moulin? C'est quoi la meilleure technique? OK, fait que ça, déjà là, vous allez faire quasiment un projet pilote sur ça? Ben éventuellement, c'est la possibilité de le faire. La première étape, c'est de savoir c'est quoi la récupération puis c'est quoi le moulin qu'on pourrait mettre dessus. Pour l'instant, on sait que la récupération par gravité, c'est la meilleure. On a jusqu'à 92%. Puis quand on parle de gravité, là, c'est un peu comme les émissions que tu vois là, dans le Klondike. Là. Ouais, exact. Bon, ben c'est ça, il prend de la terre puis il tourne, mais c'est un peu semblable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits chimiques, c'est pas de la flottation, c'est pas du cyanure, c'est pas vraiment rien de chimique qui est dangereux pour l'environnement. Ça marche un peu pour le même principe qu'une laveuse à linge. Tu sais, quand tu fais essorer, là, à la place de mettre du linge dans ta laveuse, là, mais tu mets de la roche qui est très broyée, très fine, puis après ça, tu mets de l'eau dedans. Fait qu'en tournant, ton or va sortir. Fait que tu vas être capable de sortir ton or. Puis pourquoi qu'on est capable de faire ça? Parce que l'or est un peu spécial là-bas et on appelle ça de l'or libre. C'est-à-dire que l'or n'est pas associé avec des métaux pas le fun, comme la pyrite, l'arsenic ou d'autres types de métaux. Elle est vraiment libre. Fait que quand tu vas craser ta roche en poudre, mais tous les petits grains d'or vont rester libres, puis tu vas être capable de la sortir. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est que ce test-là va nous dire comment tu en récupères juste par gravité. Puis en plus de ça, c'est quoi la teneur de ton échantillon en vrac possible. Puis à partir de là, on va appliquer pour un permis pour aller sortir une grosse motte. On parle de Nouveau-Brunswick, c'est habituellement ton premier échantillon en vrac, c'est 4000 tonnes. Donc 4000 tonnes, ben tu vas sortir ça puis faire comme un simili mine, un projet sur le site. Tu peux faire sur le site ou ben non, tu vas le transporter à la mine la plus proche. Ça, cette décision-là n'est pas prise encore. Parce qu'on va voir c'est quoi les récupérations, c'est quoi l'investissement, puis on va faire ce qu'on appelle des trade-offs de coûts. Si ça coûte moins cher d'avoir nos petits moulins chez nous, puis de produire de l'or, puis avoir des barres, là, ça serait beau aussi, avec une belle barre d'or, là. Ben ça pourrait être possible. Mais la réalité, je veux le faire pour le meilleur retour pour l'investissement, c'est-à-dire, il faut trouver de la belle information, il faut trouver des données techniques, puis c'est pour améliorer la compréhension du dépôt qu'on fait ça. Donc ça va être fait aussi cette année, en plus des travaux qu'on a, parce qu'on a 4 autres zones qui sont vraiment potentielles sur le site. Et là, on parle juste d'une zone de 700 mètres, mais on a 50 000 hectares. Là. C'est gros, là, c'est à peu près, c'est méchant terrain. Fait que là, maintenant, là-dessus, l'année passée, on a trouvé 4 autres zones qui sont potentielles. On n'avait pas besoin de plus. Là. On n'a pas besoin de creuser trop pour en trouver plus. Ce qu'on fait, c'est vraiment de définir la lynx en sachant que tu en as 3-4 autres, mais quand que celle-là va être bien définie, bien, on va pouvoir augmenter les ressources dans les autres places. Excuse-moi, je parle pas mal. Là. Ben non, c'est correct. Ouais. Ben, c'est ça que j'allais dire. En fait, j'allais te poser une question parce que là, tu as plusieurs propriétés en plus. Ben, en fait, tu as plusieurs noms, plusieurs. Oui. Peux-tu me décortiquer ça un peu? Parce que, dans le fond, quand tu parles de ton projet, écoute, t'as Lynx. Oui. T'as Cougar. Oui. T'as Jaguar. Exact. Le dernier, c'est Pantera. Pantera. C'est pas le groupe de musique, là? Non, mais c'est tous des félins, ce qui est quand même drôle parce que nous, dans la compagnie, c'est Puma. Puis là, on a tous des félins comme endroit. Mais là, c'est où l'endroit la plus
mettons, je veux pas dire la plus payante, mais jusqu'à date, la plus le fun. La plus fun, c'est Lynx. OK. La plus fun, c'est Lynx. C'est rien que parce que les autres sont pas autant avancés. Puis peut-être dans 3-4 ans d'exploration, on va dire Lynx, c'était le début, mais c'est pas la best place. Hein? Parce que nous, on a travaillé. L'affaire, c'est qu'on veut pas faire à Puma. Tu as raison, on a plusieurs zones, on a différents projets. Parce que si on veut attirer des compagnies majeures, ça te prend du terrain, ça te prend du ground, comme on appelle, hein? D'avoir une position majeure. Donc, nous, on a ramassé cette position majeure-là. On a 3-4 projets, mais 90% de nos investissements se mettent sur le projet qui s'appelle William Brook, mais sur William Brook, tu as des zones. On appelle ça des gold zones. Puis chacun des zones, c'est un dépôt potentiel d'avoir 500 000, 1 million d'onces, 2 millions d'onces. Puis lorsqu'on va décider d'aller en production, mais c'est en additionnant à chacun de ces dépôts-là. Là, pour l'instant, on a presque tous mis les efforts sur Lynx. On l'a décapé à grandeur, on l'a vraiment foré, puis là, on est en train de faire des tests pour caractériser l'or. Donc, elle est déjà bien partie. En plus de ça, l'année passée, on en a trouvé d'autres, mais qui ne sont pas rendus aux mêmes étapes d'exploration. Tu sais, tantôt, on parlait, première étape, boot on the ground. Exact. Bon, ça, c'était fait en 2019 sur Lynx. En 2020, mais on a commencé à faire le décapage puis les tranchées, mais on a continué à faire d'autres places. Fait que ce qu'on a fait, c'est ça. En 2021, quand on a rendu à Forêt, on a commencé à trancher les autres zones. Fait qu'on essaie tout le temps ce qu'on appelle, excuse l'expression, un pipeline de projets ou d'avancement. Fait que nous, on a tout le temps des projets initiaux. Puis après ça, on les avance un peu, mais en ayant tout le temps une zone principale qui est Lynx. Nous, présentement, c'est Lynx. Mettre de l'énergie sur les autres aussi. C'est ça. Parce que cette année, sur Jaguar, on a commencé le décapage. C'est sûr que ça fait pas 50 mètres par 700 comme Lynx, mais c'est 20 par 80. Puis il y a de l'or partout en surface. Fait que là, on a déjà cette deuxième zone-là qu'on connaît. C'est la zone Jaguar, puis qui est déjà en décapage. Là, présentement, elle serait prête à faire la première phase de forage. En plus de ça, 1 kilomètre au sud, on a une autre zone qui s'appelle Cougar. Cougar, elle est rendue juste à l'étape de tranchée. Mais on a frappé du 65 grammes, du 21 grammes, tout de quoi de similaire à Lynx. Mais on l'a pas avancé autant, parce qu'à un moment donné, si tu éparpilles partout, tu sais, ça va avancer, mais tu n'arriveras pas à être game. Ben, ça coûte cher. Mais l'avantage, ça coûte cher, mais on n'a pas besoin de forer tout le temps, parce qu'une compagnie qui est dans d'autres secteurs, que tu as 25-30 mètres de mort-terrain, la seule méthode d'exploration, c'est forer. Présentement, là, avec l'inflation, tu sais, là, quand tu achètes ton steak, là, c'est plus le même prix. Mais c'est pareil dans l'exploration minière. C'est-à-dire que nous, les coûts de forage, il y a 2 ans, c'était environ 200 $ du mètre. D'accord? 200 $ du mètre, c'était tout inclus. Les analyses, le géologue, la maison. La nourriture, tout. Tu sais, nous, c'est ça. Présentement, cette année, c'était 300 $. Fait que 300 $ du mètre, ben 300 $ du mètre, dans une journée, ça va te coûter à peu près 10 000 $. Hein, ça va vite. Ça. Tandis que l'étape qu'on est capable de faire, c'est les trous de pelle mécanique. Ben, les trous de pelle mécanique, ça va te coûter 1000 $ dans ta journée. Fait que j'aime mieux faire 10 jours de pelle, trouver 3 places, puis vraiment être sûr avant de forer. C'est ça que je te dis quand on fore jamais à l'aveugle, mais avant de décider qu'on met un trou, c'est parce qu'on est rendu en surface puis on sait où qu'on va forer. C'est à partir de là, c'est sûr que c'est de l'exploration, tu peux frapper ou pas frapper, mais je veux dire, au moins, tu sais, parce que tu sais, mettons, si tu as une veine là, si tu as tout décapé, tu vas te mettre en arrière, tu vas bien forer. Si tu as ça de mort-terrain, tu vas te mettre ici, mais tu vas peut-être juste passer à côté. Et oui. Fait que le retour sur l'investissement, nous, ce qu'on veut faire, c'est d'améliorer ce qu'on appelle le taux de succès de forage. Parce que c'est les forages qui coûtent le plus cher. Fait que cette méthode-là, on est tout le temps d'avance. Comme là, l'année prochaine, cet été, mais on va être prêt à forer Jaguar, qu'on trouvait que cette année n'était pas assez prête. Il y a d'autres compagnies qui auraient pu la forer déjà, mais nous, c'est pas ça notre modèle d'affaires. C'est d'y aller étape par étape, puis d'y aller progressivement, faire de la bonne technique, des bons travaux, des bonnes données, toute base sur les données. Puis l'avantage qu'il n'y a jamais rien de fait, c'est qu'on décide les données qu'on veut. Tu sais, souvent, mettons, moi, en tant que président de compagnie, je pogne un terrain qui a déjà été travaillé dans les années 70. Il y a des levées de géochimie, tu as des levées de géophysique de fait. Mais là, tu dis, ouais, j'ai réinvesti dans de la géophysique, refaire la même affaire qui va me donner. Ben ouais. Là, tu dis, ah ouais, fait que là, tu utilises les vieilles données qui sont pas tout à fait bien localisées. Et là, cette année, en 2021, on a tout levé, là, on a fait le levé complet de la propriété en levée géophysique, c'est-à-dire à peu près 40 000 hectares qu'on a fait, des lignes au 100 mètres, ça a coûté pas loin d'1 million de $, mais c'est les données de technique de 2021. C'est pas des affaires de faites en 1970. Je dis pas que c'était pas bon, c'était pas la même chose, c'était parfait. Mais c'est récent. Ben, c'est récent, c'est mieux localisé. Là, maintenant, la belle affaire, là, c'est les drones, les surveys en drone, MAG. Si tu voyais la précision que c'est, là, ils font des lignes quasiment aux 15-20 mètres, puis ça coûte presque rien. C'est ça, tu économises en même temps. Parce que dans le temps, ça t'aurait coûté plus cher parce que la technologie n'était pas là, mais là, elle est là et elle est accessible. Exact. Puis ça devient tout le temps
difficile pour quelqu'un qui voit, tu as déjà levé géophysique, de demander d'investir pour faire un même levé après. Là. Exact. C'est un peu plus plate. Tu dis, tu prends ces données-là. Puis, tu sais, à l'époque, souvent, même pour les trous de forage, souvent, c'est pas les mêmes méthodes. Tu n'avais pas de GPS, là, on s'entend. Fait que tu as un lac rond, puis tu as un trou de forage là. Puis là, mais tu sais, c'est-tu là? Tu sais, tu finis par perdre la précision. Là, maintenant, on a les techniques. On fait beaucoup affaire aussi avec l'intelligence artificielle. Ouais. Nous, on a un directeur chez nous, M. Michel Fontaine. Il a travaillé beaucoup avec Windfall Géotechnique. Puis, eux, Windfall, ils font ça. C'est des spécialistes. Fait que nous, on a tout avec toutes les nouvelles données, avec la géophysique, avec la géochimie, avec tout ce qu'on a ramassé, mais on a fait passer son système chez nous pour définir des zones qui sont propices, en fait. Hein? Ce que ça donne, ça s'appelle des cartes de potentiel minéral. Fait que ça dit que quand tu as un gros terrain, mettons comme l'île de Montréal, mais où tu commences? Exact. Où tu vas? Fait qu'à un moment donné, il faut que tu sélectionnes les meilleurs secteurs où commencer pour éviter de courir partout. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure place, mais il faut que tu partes à quelque part. Fait que là, quand tu pars de 50 000 hectares, tu fais ce lever-là, tu as 5 000 hectares, puis après ça, mais là, tu peux commencer à focaliser à des places que tu penses qui est plus propice. Puis c'est des similarités. L'avantage qu'on a encore une fois, on prend un tapon d'échantillons, on a plein d'échantillons. Fait que l'intelligence artificielle va te donner des beaux résultats si tu as des belles données. Si tu n'as pas des belles données, tu n'arriveras à rien. Fait que nous, on avait pris 5000 échantillons, on avait fait toute la géophysique, on a tout fait ce qu'il fallait. Fait que là, on a une belle confiance de où aller. Puis c'est avec ça qu'on a trouvé la dernière zone Pantera. C'est parce qu'il y avait un trend rouge, là, parce qu'ils sortent des cartes de couleur. Rouge, c'est hot, puis bleu, c'est moins hot. On est allé sur le rouge, puis on a trouvé la zone Pantera. Mais c'est quand même trippant. Parce qu'on parle énormément de l'intelligence artificielle partout maintenant qui s'installe. C'est pas parce qu'on n'a pas un naturel, là. Non, mais l'intelligence artificielle est rendue répartie partout. Oui. Mais ça a l'air chez vous, vous y allez avec une méthode, en fait, une manière de travail qui est précise et systématique. Systématique, mais en plus, c'est écœurant, on va se le dire. C'est écœurant ce que vous faites. Mm-hmm. Puis ça vous permet de découvrir des nouvelles zones. Oui. Puis après ça, d'optimiser l'investissement des investisseurs. Parce que moi, là, c'est mon père, c'est ton père, c'est n'importe quoi qui met de l'argent dedans. Puis on sait comment c'est dur de ramasser de l'argent. Là. Tu comprends? Tu as vu comment c'est. Fait que tu veux que les gens qui prennent soin de ton investissement puis qu'ils fassent les meilleurs travaux avec le meilleur retour possible. Bon, on demeure dans l'exploration. C'est risqué, c'est de l'exploration minière. Mais le retour, quand tu fais des belles techniques, quand tu fais des vrais travaux, tout se base sur une bonne science. Puis c'est ça qu'on fait. On est des scientifiques dans l'âme, avec un côté tripeux de géologie qui vient avec les gars qui tripent dans le bois. Hein. C'est un peu ça. Mais je vais le dire, c'est la première fois qu'on a un président de compagnie qui arrive ici puis qui dit, en fait, qu'il y a un souci de son investisseur. Puis c'est tellement le fun d'entendre. Genre, tu l'as sorti par toi-même, j'ai pas été besoin de le chercher. Parce que c'est ça, quand on investit dans une compagnie comme la tienne, veut pas, on aime ça. Premièrement, on investit dans le management. Oui. On investit de la façon qu'ils travaillent aussi, parce que ces gens-là, ils ont un pedigree, mais aussi de la technique dans laquelle ils travaillent. Mais là, de voir que tu as souci de l'investisseur, en plus pour y faire économiser, mais pour rajouter de la valeur à la compagnie qui, en partie, lui ramène de la valeur à lui. Exact. Crime, c'est... m'a dire, chapeau, ça, c'est... Chapeau, c'est une belle façon de travailler, puis c'est réconfortant pour un investisseur, c'est ça qu'il veut entendre. Exactement. Puis l'autre chose qu'on a fait en 2021, là, juste cette année, c'est qu'on avait travaillé, comme je te disais, depuis environ 2003-2004 sur des projets de cuivre. Fait que moi, ce que je trouvais triste à l'époque, c'est qu'on a travaillé, on a pris l'argent des investisseurs, on l'a investi pour trouver du plomb zinc. Mais quand on est arrivé à l'étape de dire on s'en va vers l'or, mais ce que j'ai fait, c'est je sais pas le terme en français, mais c'est un spin-off. Là. Okay. Je sais pas. C'est un spin-off. Un spin-off, bon, c'est correct. Un spin-off. Bon, mais on a fait un spin-off des projets de cuivre. Comme ça, tous les gens qui ont investi dans Puma parce qu'ils voulaient qu'on trouve du cuivre puis du zinc, quand on a décidé de transférer puis faire un peu plus d'exploration pour l'or, on s'est dit, mais là, c'est le temps de retourner des actions à mes actionnaires. Donc, on a fait un dividende. Là, présentement, on a reçu déjà 12 millions d'actions de la compagnie qui s'appelle Canadian Copper, CCI. On est un des plus gros actionnaires. Puis sur les 12, ce que j'ai fait, j'en ai fait une dividende de 6 millions. Donc, j'en ai séparé la moitié à mes actionnaires. Et Puma a gardé 6 millions. Donc, c'était la façon de faire. Avec cette façon-là, mais Canadian Copper avait suffisamment d'actionnaires pour aller sur la bourse. En plus de ça, mais j'ai séparé moitié-moitié Puma. J'aurais pu garder tous les 12 millions, on aurait fait le même deal.
J'ai décidé de faire le dividende à mes actionnaires. Puis en plus de ça, mais on a 300 000 de paiements à recevoir en juillet cette année. Puis on a 1 million en 2024, puis un autre million en 2025 à recevoir de CCI de cette vente-là. Donc cet argent-là va retourner dans les coffres de Puma. Puis on va être capable d'être un gros actionnaire. Donc mes actionnaires qui étaient là, sans que je fasse d'exploration directe pour les métaux de base, Oui. mais on va être exposé quand même au cuivre. Parce que si les gens qui ont le dividende, qui n'ont pas tout vendu tout de suite, là, parce que souvent, les gens, ils disent, bon, on sort. Mais ceux qui ont gardé les actions, comme Puma, ben, s'ils font une bonne job, puis qu'ils trouvent du cuivre, parce que tout le monde capote sur le prix du cuivre, parce qu'on en a besoin pour l'électrification, pour la transition énergétique, si l'action monte à 3-4 piastres, si j'ai 7-8 millions d'actions, ben, j'utilise cet argent-là pour faire mon exploration de l'or. Donc, c'est un peu ça. Fait que l'investisseur, en étant chez Puma, il est exposé à plus que l'or en plus. Exactement. Présentement, puis moi, en étant un gros actionnaire de CCI, oui. Puis nous, on n'a pas embarqué dans la fièvre présentement du lithium. On est quand même très, très au courant de la transition énergétique. On est très, très courant aussi des métaux stratégiques. Puis il y a des choses qui se trament par en dessous. Mais si on le fait, ça va être encore une fois pour ramener ça à mes actionnaires. Puma va toujours, toujours demeurer un explorateur pour l'or. C'est ce qu'on a maintenant. Je ne dis pas qu'on ne changera pas, mais pour l'instant, c'est ça. Mais le fait de travailler au Nouveau-Brunswick, je ne sais pas si tu as vu ce matin, on a sorti une nouvelle. On a pris un beau projet à côté de la mine Brunswick, justement, qu'on parlait. On est vraiment à côté. Il y a eu à peu près 700 millions d'onces d'or qui a été produit dans ces deux mines-là. On a des belles teneurs, jusqu'à 1,3 kg d'argent de trouver. On a du molybdène. Il y a d'autres métaux stratégiques qu'on ne parle pas trop. Donc, on est à l'affût de ça. Tu sais, le molybdène que là, je sais pas si tu as vu un peu le prix du molybdène. L'année passée, il était à 5 $. Avant décembre, il était 20, puis là, il est à 30. Fait qu'il a monté de 5 à 30 $. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup utilisé pour les aciers. L'acier dans les centrales. Pour renforcer? Oui. Donc, toutes les centrales nucléaires, ça prend beaucoup de molybdène. Puis là, on s'entend, les batteries, le lithium, toutes sortes de choses, c'est trippant. Mais à un moment donné, ça va en prendre. C'est pas juste ça. Fait que nous, on a un peu d'exposure qu'on va avoir à ça. Mais avant de trop en faire, c'est très, très nouveau. Là, ce qu'on a fait, un deal. On dit low ball, dans le sens que j'ai fait une offre pas haute. On a eu l'acceptation, on a signé ça, on a annoncé ça ce matin. Là, présentement, on va faire du vrai travail de compilation. On va vraiment avoir l'upside là-dessus. Fait qu'il ne faut pas penser que quand on prend d'autres projets, c'est qu'on va mettre toutes nos balles là-dessus. Exact. L'objet, c'est, on a notre flagship, c'est William, puis présentement, dans William, c'est la zone Lynx. Ça va demeurer 95% de notre investissement d'exploration. Mais avec 5-10% d'exploration ailleurs, on ne sait pas sur quoi qu'on peut tomber. Hein? Tu peux créer de la valeur ailleurs. Exactement. Pour tes investisseurs. Imagine-toi qu'on trouve plein de molybdène là, dans le porphyre à 30 $. On va faire un autre spin-off. Ben oui. Puis on va le redonner à nos actionnaires encore. Le problème, c'est pas de créer des nouvelles compagnies. C'est d'avoir du management pour les les driver. Ça donne rien d'être propriétaire de 8 compagnies qui valent 200. Hein? Le problème, c'est pas de trouver des projets puis de créer des compagnies. Le problème, c'est d'avoir du management. Comme tu as dit tantôt, tu veux du management qui drive ça pour être capable d'amener ça à un autre niveau. Donc, présentement, c'est plus la difficulté parce que d'avoir des vraies personnes, tu sais comment c'est. Trouver des employés, c'est pas évident. Donc, c'est l'objectif là, à long terme. Vous semblez être pas mal bien installé chez Puma, je vais dire, sur le niveau management, de la façon que vous pensez, de la façon que vous les redonnez à vos investisseurs. C'est, comme je te dis, j'en reviens pas. C'est la première fois qu'on m'explique ça. Mais parlons... Mais ça, c'est quoi? C'est à cause qu'il y a des gens qu'on a un beau projet. Parce que quand tu as un beau projet, la découverte de 2021, là, puis tout, là, il y a des gens qui disent « Hey, moi, je veux être là. » C'est ça qui arrive à un moment donné. Tu attires la qualité en ayant un projet de qualité. Là, présentement, sur le conseil d'administration, on a M. Régent Gosselin qui a roulé sa bosse pendant 50 ans. Il connaît tout en exploration minière. Il nous a amené des courtiers. On a Richard Thibault qui est là, un ingénieur minier qui est au Nouveau-Brunswick. Il est à Fredericton. Il a ouvert des mines. Il connaît vraiment bien l'ouverture de mines. On a mis Jacques Dion. Il est un ancien dirigeant de Senexen. Ouais. Donc, en réhabilitation. C'est comique que tu me parles de Jacques Dion. Ça, c'est petite anecdote. Ma conjointe a travaillé chez Sanexen. Elle connaît très bien Jacques. Ah oui, c'est ça. Le monde est petit, hein? Ben oui, le monde est petit. Genre, hey, Colin, fait que lui, il est rendu chez nous. Mais pourquoi il est venu là? Mais c'est parce que on a déjà, en préoccupation, on est des tripeux puis on sait qu'on pense qu'il y a une mine là. Mais la première étape, c'est de voir comment on va remettre ça en état après. Hein? C'est ça l'idée. Parce qu'on parle d'une mine, même si une mine va... On s'entend, une mine, ça fait un trou. C'est sûr qu'il y a du dégât. Ouais. L'idée, c'est comment tu le remets après. Puis c'est sûr que présentement,
avec les jeunes qui sont là, mais on n'a plus la même mentalité que dans les années 60. Fait que ça, c'est différent. Mais moi, j'ai déjà mon idée de projet après que la mine soit là. Que quand on parle pour, mettons les Premières Nations, les générations futures, mais tu sais, il était là 400-500 ans. Même si tu fais un projet de 20 ans, puis que tu remets ça mieux que c'était, parce que tu as plein de projets, tu peux remettre un parc, tu peux mettre un camping, tu peux faire plein de choses. Là, maintenant, ben, il faut ramener ça. Mais Jacques, il était un expert là-dedans. C'est vrai. Réclamation. Puis l'autre chose, il a parti des compagnies, lui, dans le Nord, avec des Premières Nations. Il y a 2 compagnies, il était sur des conseils d'administration. Donc, nous, on va impliquer les Premières Nations avec nous autres. Les relations sont bonnes avec les Premières Nations? Ah oui, absolument. Nous, on a une très, très bonne relation, principalement avec c'est les Mi'kmaqui de Pabineau Lake, qui sont dans le Nord. Puis, le monsieur qui est maintenant chef, c'est Terry Richardson. Ça fait 15 ans que je le connais. Puis c'est drôle parce qu'il y a 15 ans, quand on faisait des travaux, mais on a tout le temps engagé des gens de Premières Nations. Ça, puis c'est important. À l'époque, ben, sa cousine a travaillé pour nous autres. Puis là, il est rendu chef de la communauté autochtone. Fait que c'est ça l'idée de ne pas courir partout. Nous, notre affaire, même si tu me dirais, hey, j'ai un méchant beau projet de lithium à Val-d'Or, j'y irais pas. Parce que c'est pas ça mon expertise. Mon expertise, je connais le Nouveau-Brunswick, je connais les gens, je connais le gouvernement, puis en plus, il y a le potentiel. Tu sais, on s'en va pas faire des travaux juste pour le fun de faire des travaux, pour faire des trous de pelle mécanique. C'est parce qu'on pense qu'il y a une mine là, puis qu'il y a vraiment un potentiel exceptionnel qui est sous-exploré, en fait. Puis, l'or, oui. Parce qu'on va en parler un peu, là. Oui. L'or, elle a connu une baisse, là, avec la pandémie, elle est remontée. Oui. Parle-moi un peu de l'or et ta vision de comment le prix de l'or pourrait avoir un effet sur Puma. Ben, en fait, pour être honnête avec toi, à l'étape qu'on est, là, il y a beaucoup de gens qui se mettent beaucoup de penser qu'il y a un gros impact. Mais nous, si on parle, tu sais, maintenant, le prix de l'or, ça va être dans 2 ans que ça va être significatif, 3 ans que ça va être significatif. La seule différence du prix de l'or qu'on a présentement sur l'impact, c'est que ça attire des investisseurs qui disent « ça me prend des projets orifères, ça me prend des compagnies qui cherchent pour l'or ». Effectivement. Mais on s'entend que l'or présentement soit 1700, que soit 1800 ou soit 2000, ça ne change pas grand-chose, sauf la fièvre de l'or. Ça, c'est clair que c'est ça qui fait une différence. Fièvre, La fièvre de l'or, de dire « moi, ça m'en prend là-dedans ». Mais l'impact sur le prix quotidien de l'action, selon moi, ça ne devrait pas avoir beaucoup d'impact. Mais je pense que l'or est vraiment pour partir puis de continuer à progresser. Mais comme je te dis, ça dépend beaucoup de l'économique de ton projet. Nous, on parle de haute teneur, en surface, open pit. Donc, tu peux aller à un prix de l'or pas mal plus bas que 1800$ pour que ça demeure très économique. On s'entend à 1800, 1900, 2000, 2200. C'est encore mieux. C'est encore mieux, on s'entend. Mais on est un peu moins tributaire qu'un projet qui a une teneur d'1 gramme. Fait qu'à 1 gramme par tonne, ben, si tu n'as pas 1800, tu n'as pas de mine. Mais si tu parles d'un 4-5 grammes, ben là, tu as du jeu un peu. Là. Ça te permet d'y aller. Fait que, mais moi, je ne suis pas un expert de l'or. Tu sais, dans le sens que je suis un expert pour comment la chercher, à voir les forecasts de tout ça. Ça fait 10 ans que j'entends que l'or s'en va à 3000$. Fait que, on se rapproche. On se rapproche, mais oui, mais ça fait quand même 10 ans, dans le sens que c'est pas trop ça qui m'arrête. Moi, pourquoi que j'ai cherché l'or puis qu'on a vraiment fait des travaux pour ça, c'est parce que je pense que le potentiel d'avoir une mine d'or suite aux découvertes ailleurs était là. C'est pas à cause du prix. C'est parce que le prix du cuivre, on a switché un peu du cuivre pour aller vers l'or, mais le cuivre est à 4$. Quand j'ai commencé à faire des travaux d'exploration en Gaspésie, c'était 65 cents la livre. Là, c'est 4$ la livre. Fait que, tu sais, le raisonnement de dire j'ai switché vers l'or parce que le prix était bon, c'était pas ça. C'est parce que j'ai vraiment vu un potentiel d'avoir une mine ou des mines d'or suite aux découvertes de les roches pareilles en Terre-Neuve puis dans les maritimes en général. Là où est-ce que vous êtes installé? Oui. Quelles autres compagnies qui sont alentour de vous qui auraient peut-être les yeux rivés sur vous? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Il n'y en a pas. OK. Puisque l'idée, c'est que le fait qu'on soit là, on a le syndrome du first mover. Ah, OK. C'est-à-dire qu'on était les premiers à prendre des claims. Tu sais, ça vient d'un prospecteur. À l'époque, quand nous, on a commencé à travailler, on a fait une entente avec un prospecteur pour un petit bloc de claims qui était à peu près 4-5 000 hectares. Là, on est rendu à 50 000 hectares parce qu'à chaque année qu'on trouvait de quoi, on a agrandi. Puis il y a 2 ans, c'était la folie totale. Tout le monde, on les appelle les proximites. Ah, tout le monde est venu alentour de Alentour, vous. on appelle ça des proximites. Ça veut dire qu'ils viennent chercher un peu comme ce qui se passe présentement dans le lithium. Ah, quelqu'un a un projet de lithium, tout le monde va aller alentour. Mais c'est ça qui s'est passé avec nous. Fait que là, c'est drôle parce qu'il y a 2 ans,
Mais si on voulait agrandir notre terrain, on n'avait comme pas le choix de faire des ententes. Hein, parce qu'à un moment donné, les claims étaient toutes prises. Ouais. Là, présentement, vu que ça fait 2 ans, ben, les compagnies au Nouveau-Brunswick, tu as comme un spare time de 2 ans que tu peux juste payer tes frais, mais pas faire de travaux. Fait que là, tous ces claims-là tombent. Fait que la semaine passée, j'ai ramassé un autre bloc de claims que les gens y avaient juste laissé tomber parce que les prospecteurs du coin, ce qu'on appelle les proximites de ce monde, ben, ils mettent pas 15, 20, 30 000 parce qu'ils attendaient juste que Puma les appelle. Fait que d'autres compagnies dans le coin, une bonne, c'est Goldterra, qui ont principalement des activités dans l'ancien président. Ben, le président, c'est M. Gérald Panton. C'est un ancien fondateur de D2 Gold. Ils ont fait des belles découvertes. Il y a Stratabond Minéral qui sont dans le centre, mais qui font pas grand-chose. Le monde attend que Puma C'est ça, hein? avance à l'entour Puis de tu ça. l'as bien dit, l'effet d'être là en premier, ben là, tout le monde vient se rapprocher de Puma. Crime. Fait que non seulement les investisseurs vous regardent, mais ça a l'air que vos compétiteurs vous regardent. Fait que c'est drôle, c'est l'effet contraire. Exactement. Puis la différence, c'est que, tu sais, il faut être réaliste aussi. On a 10 000 mètres de forage. Les gens me demandent, as-tu des majeurs qui t'ont appelé ou, tu sais, des grosses compagnies qui veulent t'acheter? On n'est pas là encore. Puis de toute façon, je ne serais pas d'accord. La valeur de la compagnie, c'est 20 millions. Je pense que ça vaut bien plus que 20 millions de market cap. Fait que, tu sais, si demain matin, il y avait une grosse majeure qui voudrait m'acheter, il offrait 25 millions, les actionnaires diraient peut-être oui. Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste une image, mais c'est pas ça. Mais fait que, il faut continuer à grossir, puis à faire nos travaux, puis vraiment montrer le gros potentiel avant qu'il y ait d'autres compagnies. Mais tu sais, moi, je suis géologue de formation. Mon VP, il est géologue de formation. Je suis rendu à 52 ans. Lui est à 40 ans. Tous nos copains d'école sont rendus dans des postes clés dans ces majeurs-là. Fait que c'est clair que quand on va manger au restaurant, on s'en parle. Puis, tu sais, on a tous le même contact, mais hey, j'en parle à un de mes chums qui était VP Exploration chez Inco Eagle. Je parle, je l'appelle de même. Hey, fait que, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est correct, continue, vous avez des ressources, tout ça. Fait que, tu sais, on est bien positionné maintenant à ce niveau-là. Puis, ben, les gens, ce qu'on fait avec le gouvernement, puis eux, ce qu'ils veulent faire, parce que, tu sais, on a un plan de mettre peut-être, si on a le bulk sample, c'est simple. Après ça, on a un plan de mettre un petit moulin pilote sur le site cette année, déjà en 2023, si l'économique dit que c'est ça. Mais le Nouveau-Brunswick veut nous utiliser comme exemple. Parce qu'ils voient comment on fait les travaux. Juste à titre d'exemple, on a fait un décapage. Hein, j'ai parlé tantôt, 50 mètres par 750 mètres. Mais là, on s'est dit, nous autres, on sait comment c'est les minières. À un moment donné, tu as de l'argent, à un moment donné, tu n'en as plus. Fait qu'on a entendu avec le gouvernement, on va vous en donner déjà des sous. Fait qu'on a déjà mis 120 000 dans une fiducie au gouvernement pour que si jamais ça ne tourne pas en mine, qu'on ait déjà l'argent là pour remettre ça en place. Fait qu'on est déjà proactif à ce niveau-là. Préparé d'avance. Fait que c'est certain que ça va être suffisant pour juste refermer. C'est basé. Fait que nous, on était allés d'avant, on a parlé au gouvernement, on a dit, regarde, nous, on serait à l'aise de vous envoyer de l'argent, on va vous mettre ça dans un compte, là, c'est chez eux, là, je ne sais pas dans quel compte ils ont mis ça, là, mais ils ont ça. Puis que si jamais on fasse les travaux, si ça devient une mine, ben, c'est certain qu'on va mettre plus de sous parce que ça va être en fonction de la mine qu'on va faire. Mais si jamais ça tourne pour pas être une mine, ben on va prendre ces sous-là puis on va tout refermer comme c'était avant. Puis je te garantis, quand c'est mis de la terre là-dessus, 2 ans après, tu vois plus c'est quoi. Ben ça, c'est le fun en plus. Puis ça me semble que le gouvernement au Nouveau-Brunswick sont faciles à travailler avec. Exactement. L'avantage, c'est que c'est un petit groupe. En plus, puis moi, j'étais là depuis 15 ans. Tu sais, c'est pas comme quelqu'un qui arrive parce que là, ils veulent faire de quoi puis ils savent pas l'historique de cette compagnie-là. Tu sais, où qu'on est rendu maintenant, mais ça se bâtit avec le temps, avec l'expérience, puis avec les bonnes relations, puis de parler avec ces gens-là. On peut manger avec le sous-ministre des Mines, avec le ministre des Mines, pas quand on veut, là, je veux dire, il y a un horaire chargé, là, mais tu sais, je veux dire, il y a pas possible. Présentement, le fait qu'on ait un des beaux projets avancés, mais à chaque mois, on a une réunion annuelle. C'est pas eux qui nous l'ont demandé. C'est nous autres qu'on s'est dit, on serait à l'aise qu'une fois par mois, qu'on vous dise où qu'on est rendu. On va dire, on a fait ça, on est rendu là, on est rendu là. Fait qu'eux autres sont conscients de ça, puis ils veulent l'utiliser, puis ils veulent trouver une niche aussi, parce que c'est beaucoup Terre-Neuve, le potentiel, les grosses mines. Puis là, ils veulent savoir, mais si c'est facile à faire les permis, si c'est facile à mettre en production, puis que ça prend pas 10 ans à mettre une mine en production, mais il y a plus de compagnies qui vont aller faire des travaux. Fait qu'eux autres, ils vont être gagnants, parce qu'eux autres, ils veulent qu'on trouve des mines. Ça va faire des jobs. Faire des jobs, mais les royautés, puis un paquet d'autres choses. Donc, je pense que tout le monde peut être gagnant. Ou qu'on est sur les terres de la couronne en plus. Fait que ça évite aussi des problèmes de proximité avec du monde de la place. C'est pas qu'on n'aime pas le monde de la place, mais on veut pas les déranger. On n'ira pas creuser un trou dans le jardin que la madame fait pousser ses carottes, parce que c'est par respect. C'est comme ici, tu sais, même
si tu as des gros potentiels peut-être aurifères en Estrie, tu vas-tu aller au lac Magog à trouver des travaux? C'est plus touchy. C'est plus touchy. Puis, tu sais, moi, ma job, c'est gérer le risque. Fait que, tu sais, ce qui était comme priorité d'exploration il y a 10 ans, c'est plus pareil. Avant, le monde voulait savoir c'est quoi les teneurs, c'est quoi la grosseur du gisement. Exact. Là, présentement, c'est où que c'est? Hein? Est-ce que tu as l'acceptabilité sociale? Première question. Première question. Deuxième question, c'est-tu proche des infrastructures? Parce que tu sais comment que ça coûte cher pour bâtir. Puis là, la troisième question, c'est, by the way, c'est quoi ta mine? Fait que ça, tu sais, quand tu parles avec des gestionnaires de fonds, ça a shifté. Ça a shifté. Fait que là, moi, en sachant ça, mais je sais très bien, tu sais, j'avais un beau projet moi, je viens dans le coin de Saint-Zénon, je sais pas c'est où, Saint-Michel-des-Saints. Ça me dit ça, ouais. Ouais, c'est un coin de pêche et chasse, pas très loin d'ici, Vigilature. Puis je viens de là, pas trop loin de Nouveau Monde, là, ils ont trouvé un beau projet. Ouais. Mais moi, j'avais eu à l'époque, c'était pas pour ça, c'était pour du cuivre-nickel, on appelle ça la Pointe Fine. Mais c'est sur le bord du lac Taureau, à côté d'une plage. C'est pas un bon endroit, ça. J'ai dit non, regarde, ça vaut même pas la peine, parce que c'est encore une fois gérer les risques puis de ne pas investir dans de quoi que tu sais que ça aboutira pas. Mais en parlant d'investissement, tes investisseurs, on les a mentionnés beaucoup, mais qui sont tes investisseurs? On a-tu des investisseurs québécois qui ont investi chez Puma, qui est au Nouveau-Brunswick? Oui. En fait, Puma, comme je disais, il existe depuis 2003. Donc, principalement, tu peux comprendre, on a parlé un peu en anglais tantôt. L'anglais, c'est pas ma langue maternelle. Tu te débrouilles à merveille. Merci. Mais quand même, tu vois, mais là, ça fait quand même 15 ans passés. Fait que nous, quand on a commencé, c'est vraiment la grosse base, c'était québécoise. Donc, l'investisseur québécois qui était dans le milieu minier, il y avait des gens ici chez Canaccord à l'époque, M. Denis Amoroso, je sais pas si ça dit de quoi, était très actif dans le financement, il nous a beaucoup aidé. Il y avait Thierry Tremblay à l'époque, donc il y avait Dominique Richer présentement. Donc, il y avait quand même une grosse base parce que le monde, Société d'exploration québécoise, c'est réputé partout dans le monde. Et oui. Donc, il y avait ça déjà au départ. Donc, par contre, ces investisseurs-là, souvent, ne sont pas là pour 15 ans. Hein, parce que tu vas voir qu'après 3-4 ans, à un moment donné, ils s'attendent un peu. Il faut que tu avances, il faut que tu trouves de quoi. Fait que l'horizon d'investissement, quand un investisseur dans le domaine minier qui est très spéculatif reste 5-6 ans, tu es content. Fait qu'à un moment donné, il faut tout le temps que tu renouvelles ta base. Fait que moi, en 2009, quand je suis devenu président, mais je suis allé un peu plus à Toronto. Donc là, on a transféré un peu plus d'actionnariat de Toronto, puis j'ai connu des gens de Vancouver. Fait que là, on était plus, après ça, on a commencé à être un peu plus Vancouver, puis dernièrement, c'était beaucoup plus l'Ouest canadien, jusqu'à tout dernièrement, quand on a ramené le projet vers l'or, mais là, on est allé rechercher des gens, comme on parlait tantôt, Banque nationale, des gens du Québec. La Caisse de dépôt, ça se peut-tu? La Caisse de dépôt était là dès le début. Elle, oui, était M. Denis Landry, c'est le plus gros investisseur à l'époque. Je me rappelle des très bons dîners à Québec pour discuter de mines. Moi, ce que j'aimais beaucoup de Denis, c'était qu'il croyait en l'exploration. Hein, lui, il voulait qu'on fasse des travaux, donc c'était vraiment intéressant comme gestionnaire de fonds à l'époque. Mais aussi, le mandat ça s'appelait Sodemex à l'époque, était différent un peu que maintenant. Fait que c'est normal, c'est politique, ça l'a changé. Il y avait la Caisse de dépôt. L'autre fonds qu'on a, nous, c'est Crescat Capital, donc un hedge fund basé à Denver. Un des experts qui travaille avec eux, c'est M. Quinton Henning. Ça nous a amené beaucoup de visibilité aussi, plutôt aux États-Unis. Ils sont rentrés il y a 1 an et demi comme investisseurs chez nous. Ils ont à peu près probablement 7-8% de la compagnie maintenant. Wow, okay. Donc, ils sont pesants. Ils ont acheté dans le marché primaire, donc ils ont fait partie d'un financement. Après ça, ils ont continué à acheter dans le marché secondaire pour soutenir le titre. C'était principalement ça. Puis j'ai un autre fonds présentement qui s'appelle Pléthora, Precious Metal Fund, pas loin d'Amsterdam. Donc, on est en Europe maintenant aussi. On est en Europe présentement. Puis moi, l'année passée, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer une autre clientèle. C'est un peu pour ça qu'on fait des choses en français, parce qu'à un moment donné, on se rend compte, c'est bien le fun de parler en anglais à Toronto, à Vancouver, mais il y a une richesse à créer ici. Puis c'est le fun des choses comme vous faites. C'est pour ça qu'on est ici, de parler français, d'exprimer nos projets, puis de parler avec des gens là, facilement, un peu à l'amiable comme on fait. Donc ça, c'était parfait. Puis ça, c'était principalement les actionnaires qu'on a. Depuis l'année passée, c'est sûr que la pandémie, elle a changé un peu parce qu'on a plus fait des choses en Zoom, hein, en virtuel. Là, ça a recommencé. Là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 2 fois par année ce qu'on appelle des roadshows en Europe. Donc, on en fait un en novembre. On est allé l'année passée, on a fait Francfort, Munich, Paris, Londres, dans une semaine. Puis, on va être tourné au mois de mai cette année. Donc, on y va 2 fois. Souvent, les Européens sont différents des actionnaires, des investisseurs canadiens. Tu
C'est qu'ils sont un petit peu plus durs à aller chercher, mais quand ils sont dedans, ils sont restent. là pour longtemps. Hein? Ils veulent le faire. Fait que c'est souvent des family office. Puis eux, ils n'embarqueront pas la première fois que tu vas les voir. Quand tu vas les voir, tu vas leur expliquer, voici ton plan, voici ce qu'on a fait, voici nous, puis c'est ce qu'on va faire dans les 6 prochains mois. Les 6 mois d'après, premièrement, il faut que tu y ailles. Parce que si tu leur dis que tu y allais puis tu vas pas, c'est fini. Hein? Okay. Ils sont plus là. Fait que tu y vas au mois de mai, comme on fait, nous, c'est novembre puis mai, parce que c'est là que les congrès sont. Là, on va y retourner cette année, on leur dit, ben, on vous avait dit qu'on ferait 10 000 mètres de forage, c'est fait. On vous a dit qu'on aurait un permis pour le bol qui va rentrer. On vous a dit on va faire le test métallurgique, voici les résultats. Là, présentement, on s'en va faire telle affaire. Fait que c'est à partir de là qu'on va miser. On n'est pas allé en Asie encore. On trouve qu'on était peut-être un peu tôt pour l'Asie. En tout cas, c'est une opinion que j'ai. Ça prend beaucoup plus de capital aussi. C'est pas la même mentalité. Ça prend beaucoup de voyages. C'est des due diligence que toute la famille vienne. Donc, les frais, c'est un peu plus haut. C'est le fun si tu vas chercher 200, 300, 400 millions. Mais où qu'on est maintenant, on focus beaucoup l'Europe. La semaine passée, ou il y a 2 semaines, je ne suis pas trop juste, le temps passe vite. J'étais à Vancouver. Ouais. Donc, le Vancouver, on va être au PDAC à Toronto. Après ça, le prochain, c'est le 21-22 mars, on est à Zurich. Il y a le Swiss Mining Institute qu'on est là, donc au mois de mars. Puis on retourne encore Francfort, Londres, Paris au mois de mai. Donc, on essaye d'avoir une plus grande visibilité, un peu plus, là, pour rayonner un peu plus que juste ici, local. Ben, j'adore tout ce que j'entends, pour vrai. Et surtout, j'aime le fait que, comme je t'ai dit, vous pensez à vos investisseurs, mais en plus, ce que tu me dis, c'est vous livrez sur les résultats pour bâtir une confiance à l'international pour aller chercher d'autres investisseurs. Exact. Rien d'autre à dire, sérieux. Moi, Marcel, merci. Je fais confiance à Puma. OK. C'est une belle compagnie. Je suis Merci vraiment beaucoup. content que tu sois ici. Puis, Crime, c'est le fun. C'est le fun d'avoir une belle compagnie qu'on peut investir ici à Management québécois. Oui. Puis on doit être une des seules compagnies listées à l'ouest je veux dire, à l'est de Québec. Je veux dire, Exact. il n'y a pas beaucoup de compagnies minières qui sont ici au Québec, puis surtout dans le Bas-Saint-Laurent. Hey, sérieux, c'est le fun. Mais écoute, merci beaucoup. Puis Merci. un dernier cheers. Yes, santé. Santé. Merci. Merci d'avoir regardé, likez, abonnez-vous et commentez en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, il y en a plein d'autres à regarder, comme celle-là.